nuit paisible au bord du lac. Une femme enceinte de 7 mois est arrachée de sa voiture par l'homme qui avait juré de la protéger. Ce n'est pas un accident, c'est une tentative d'effacer son existence. Lorsqu'il l'attache au rail du train, en pensant que personne ne viendra la sauver, un inconnu surgit de l'obscurité et change son destin d'un seul geste. Ce qui suit est une guerre entre le pouvoir, la corruption et la vérité nue, une lutte où chaque seconde compte et où la justice arrive avec le bruit de l'acier. Croyez-moi, vous ne devinerez pas la fin avant de la voir. Dites-nous à quelle heure vous regardez cela et d'où vous nous suivez. Laissez votre commentaire ci-dessous, nous serons ravis de le savoir. La nuit tombait sur les abords de la ville comme une couverture de glace. Les nuages bas cachaient la lune et le vent sifflait entre les arbres avec un son métallique. Au milieu de ce silence brisé par l'écho lointain d'un train, une femme était allongée sur les rails. Sa respiration était courte et désespérée, chaque souffle se perdait dans l'air froid. Elle s'appelait Isabella Marlowe, elle avait 30 ans et était enceinte de 7 mois. La corde rugueuse lui entaillait les poignets et le sang coulait tiède sur l'acier glacé du rail. Elle tenta de bouger, mais le nœud était si serré qu'elle ne pouvait presque pas tourner la tête. Elle cria le nom de l'homme qui l'avait amenée là. « Sébastien, je t'en prie !» Sa voix se brisa dans le vent, comme une prière que personne n'entendait. À quelques mètres, une silhouette masculine restait immobile, l'observant. Sebastian Ward, costume sombre, chaussures brillantes, taché de boue, le visage à moitié dans la lumière, à moitié dans l'ombre. Dans son regard, il n'y avait ni colère, ni doute, seulement une froideur inhumaine. « Je t'avais prévenu de ne pas me défier », murmura-t-il d'une voix basse. La lumière du train apparaissait au loin, une lueur pâle qui grandissait seconde après seconde. Isabella frissonna en sentant le métal vibrer sous son corps. Ses larmes se mêlèrent à la poussière du chemin et le goût de la peur envahit sa bouche. « Pense au bébé !» supplia-t-elle presque sans souffle. « Il n'y est pour rien. » Sébastien soupira comme quelqu'un qui entend une chose sans importance. « C'est justement pour cela, Isabella. Il ne doit rien rester de toi ni de lui. » Le bruit du train se fit plus fort, un rugissement qui transperçait l'obscurité. Isabella se débattit de toutes ses forces, arquant le corps pour tenter de rompre la corde. Chaque mouvement lui déchirait la peau, mais elle ne s'arrêta pas. « À l'aide !» cria-t-elle. « S'il vous plaît, quelqu'un !» Ces mots se perdirent dans le sifflement du vent et le grondement métallique qui approchait. Au loin, une lumière orange s'alluma sur la colline. Là, un homme surveillait les rails avec une lampe et un gilet réfléchissant. Il s'appelait Ethan Cole, ingénieur de maintenance ferroviaire. Il terminait son service lorsqu'il entendit ce cri, un son qui ne ressemblait à rien d'autre dans la nuit. Il s'arrêta, tendit l'oreille et l'entendit à nouveau. Un cri étouffé, plein de terreur. Ethan courut dans la direction du son. Sa lampe tremblait dans l'obscurité, éclairant des herbes, des pierres, des flaques. En arrivant dans le virage, il vit quelque chose qui glaça son sang. Une femme attachée, un train qui approchait, une silhouette masculine qui s'éloignait vers la forêt. « Hé, il y a quelqu'un sur les rails !» cria-t-il de toutes ses forces. Il jeta ensuite sa lampe, monta sur la plateforme latérale du train et tira sur le frein d'urgence. Les roues hurlèrent dans un vacarme assourdissant. Des étincelles jaillirent comme un feu d'artifice au milieu de la vapeur. Le train trembla en glissant sur les rails, ralentissant peu à peu. Le sol vibra sous les pieds d'Ethan. Il sentit le métal résonner dans sa poitrine, mais il ne lâcha pas le frein avant que le monstre d'acier ne s'arrête complètement. Le silence qui suivit fut brutal. On n'entendait que le souffle de la vapeur et les battements affolés de son cœur. Ethan sauta sur le sol et courut vers la femme. « Ne bougez pas, s'il vous plaît, ne bougez pas !» dit-il en coupant la corde avec son couteau. Isabella allaita, les yeux écarquillés, incapable de croire qu'elle respirait encore. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle. « Ethan Cole, maintenance ferroviaire, vous êtes en sécurité maintenant. » Il l'aida à se redresser et la couvrit de sa veste. La femme tremblait sans contrôle, les lèvres violettes. « Mon mari a essayé de me tuer », dit-elle d'une voix brisée. Ethan la fixa quelques secondes, cherchant à comprendre. « Votre mari »
répéta-t-il. Isabella acquiesça faiblement. Sebastian Ward, l'homme d'affaires, il m'a amené ici. Il a dit que tout se terminerait cette nuit. Au loin, parmi les arbres, quelque chose craqua. Ethan pointa la lampe dans cette direction. 2 reflets brillèrent comme des yeux. Son cœur fit un bond. « Il y a quelqu'un » cria-t-il. Personne ne répondit. Seul l'écho rendit sa voix. 1 seconde plus tard, le bruit disparut. Mais Isabella l'avait senti aussi. « Il est encore là » murmura-t-elle avec effroi. Ethan la prit par le bras. « Nous devons partir d'ici. » Il l'aida à marcher vers la locomotive, mais la boue était épaisse et leurs pas lourds. Le conducteur descendit du train, stupéfait par la scène. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. « Appelez la police » cria Ethan. « Cette femme a été attaquée !» Le conducteur courut vers la cabine pendant qu'Ethan portait Isabella dans ses bras. Elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. « Le bébé » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, sauvez le bébé !» Ethan serra la mâchoire. « Vous serez tous les 2 en vie, je vous le promets. » Il avança jusqu'au bord du talus et la déposa doucement sur l'herbe humide. À cet instant, il vit quelque chose briller au sol. Un bouton de manchette en or, gravé des initiales SW. Il le ramassa et le glissa dans sa poche sans rien dire. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent au loin. La police et les secours arrivèrent sous une pluie fine. Ethan expliqua ce qui s'était passé, mais quand les agents demandèrent s'il y avait des témoins de l'agresseur, il désigna la forêt vide. « Il a disparu », dit-il. « Mais je jurerai qu'il nous observait encore. » Isabella fut montée dans l'ambulance. Ethan voulut la suivre, mais un officier le retint pour recueillir sa déposition. Au milieu du chaos, le train restait là, immobile, couvert de vapeur et de lumière vacillante. Dans l'un des wagons, la caméra de sécurité continuait d'enregistrer, témoin silencieux d'une vérité que personne ne connaissait encore. Alors que l'ambulance s'éloignait, ses feux rouges se reflétaient dans les flaques. Le vent porta une dernière odeur de fumée et d'huile. Depuis la forêt, une silhouette haute observait la route. Sebastian Ward alluma une cigarette et la tint entre ses doigts avec calme. La lueur du feu révéla son sourire glacé. « Ce n'est pas fini » murmura-t-il. « Ce n'est jamais fini. » Puis, il jeta la cigarette au sol et disparut à nouveau dans l'obscurité. La nuit se referma sur les rails et seul le bruit lointain du train arrêté rompait le silence. Dans l'air flottait encore l'écho d'un cri, un cri qui avait défié la mort d'une seconde à peine. Le bip constant d'une machine brisait le silence. Isabella Marlowe ouvrit lentement les yeux, sentant l'air glacial lui brûler la gorge. La lumière blanche du plafond l'aveugla un instant, et l'odeur du désinfectant lui rappela qu'elle était encore en vie. Elle tenta de se redresser, mais une douleur aiguë dans le ventre la força à rester immobile. Un moniteur suivait les battements de son cœur, et une jeune infirmière feuilletait un dossier près du lit. « Calmez-vous, Madame Marlowe, vous êtes en sécurité », dit-elle sans la regarder. Isabella réussit à peine à murmurer. « Mon bébé ?» L'infirmière acquiesça avec un sourire professionnel. « Le bébé va bien, mais vous devez vous reposer. Vous avez beaucoup souffert. » Le souvenir revint brutalement. Les rails, le froid, le rugissement du train, la silhouette de Sébastien s'éloignant parmi les arbres. Isabella voulut parler, mais sa gorge était sèche. « C'est lui qui m'a fait ça » souffla-t-elle. « Mon mari, il m'a attaché. » L'infirmière fronça les sourcils, sans comprendre. « Pardon » Isabella répéta plus fort. « Sebastian Ward a essayé de me tuer. » La femme posa le dossier sur la table et lui toucha l'épaule d'un geste apaisant. « Vous avez vécu un traumatisme. Il est normal de confondre les choses après un accident. » Isabella secoua la tête, désespérée. « Ce n'était pas un accident. Il m'a laissé sur les rails. » Les larmes lui brouillèrent la vue. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Le bruit de pas assurés remplit la pièce. Sebastian Ward entra, vêtu d'un costume gris clair, un bouquet de lit blanc à la main. Son parfum coûteux se mêla à l'odeur de l'hôpital, envahissant l'espace. « Mon amour, grâce à Dieu tu es réveillé », dit-il d'une voix douce. L'infirmière sourit en le voyant. « Quel soulagement, monsieur Ward, votre épouse se remet bien. »
Isabella se redressa avec peine, les yeux remplis de terreur. « Éloigne-toi de moi !» Sébastien feignit la surprise. « De quoi parles-tu » ? « Tu es confuse. Les médecins ont dit que tu avais eu une crise de stress et que tu étais tombée près des rails. Heureusement, quelqu'un t'a trouvé. »« Mensonge !» cria Isabella. « C'est toi qui m'as emmené là-bas, toi qui m'as attaché !» L'infirmière fit un pas en arrière, troublée. Sébastien soupira avec tristesse et se tourna vers elle. « Pardonnez-la, elle est très agitée, sa grossesse a été difficile, les médecins ont mentionné des signes de paranoïa. Je vais parler au chef d'étage. » L'infirmière hocha la tête avec compréhension. Isabella sentit la réalité se tordre autour d'elle. « Non, ne la croyez pas, » supplia-t-elle. Mais l'infirmière était déjà sortie. Sébastien s'approcha lentement et posa les fleurs sur la table. Son ombre recouvrit le corps d'Isabella. « Écoute-moi, » dit-il calmement. « Tout cela peut disparaître si tu fais ce qu'il faut. Si tu te tais, personne ne saura rien. Si tu parles, tu perdras tout, même ton enfant. » Isabella serra les draps entre ses doigts, tremblante. « Quel genre de monstre es-tu » Il esquissa un léger sourire. Le genre d'homme qui ne laisse personne le détruire. Le moniteur cardiaque s'accéléra. Isabella respirait avec difficulté. Sébastien baissa la voix. « Tu veux savoir un secret ? J'ai déjà parlé à la police. Ils disent que ton histoire ne tient pas debout. Il n'y a pas de témoins, pas d'empreintes, rien, juste toi, avec un dossier médical parlant d'anxiété prénatale. Personne ne croira un mot. » Isabella sentit un vide dans sa poitrine. L'impuissance la consumait. « Ethan Cole, » murmura-t-elle. « L'homme du train, il t'a vu. » Sébastien arqua un sourcil. « Ce pauvre employé a déjà signé sa déposition. Il a dit t'avoir trouvé seul. Il ne se souvient pas d'avoir vu quelqu'un d'autre. Je l'ai acheté sans difficulté. » Isabella le regarda, muette. La peur se transforma en colère. « Tu peux tous les manipuler, mais tu n'effaceras pas la vérité. » Sébastien se pencha sur elle, si près qu'elle sentit sa respiration chaude. « La vérité est ce que je décide qu'elle soit. » Puis il se redressa, ajusta sa cravate et sourit aux caméras du couloir. « Repose-toi, ma chère. Demain, nous rentrerons à la maison. » Lorsqu'il quitta la chambre, Isabella s'effondra. Les larmes coulèrent sur son visage. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Que vais-je faire ?» Pendant des heures, elle resta éveillée, écoutant les pas du personnel, les murmures, le bourdonnement des lampes. Chaque bruit la faisait sursauter, craignant qu'il revienne. Elle ferma les yeux pour prier, mais tout ce qu'elle voyait, c'étaient les rails, les étincelles, la corde serrant ses poignets. Vers minuit, la porte s'ouvrit de nouveau. Isabella se figea, croyant que c'était lui. Mais la silhouette qui entra était différente. Un homme trempé par la pluie, portant encore un gilet réfléchissant. Ethan Cole. « Calme-toi, » dit-il doucement. « Je voulais juste m'assurer que tu vas bien. » Isabella le regarda avec incrédulité. « Je pensais qu'il t'avait fait disparaître. » Ethan secoua la tête. « Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Je suis venu te dire que tu avais raison. Ce n'était pas un accident. Je l'ai vu, je l'ai filmé. »« Tu l'as filmé ?» Isabella se redressa brusquement. « Où est cette vidéo ?» Ethan baissa la voix. « Je l'ai cachée, mais je ne peux pas la montrer ici. Il y a des caméras partout dans les couloirs. Cet homme a de l'influence. S'ils nous découvrent, ils la détruiront. » Isabella saisit sa main, désespérée. « Je t'en prie, ne la perds pas. C'est ma seule chance. » Ethan acquiesça. « Je vais te sortir d'ici, cette nuit. J'ai un contact dans la sécurité qui peut nous faire passer par la porte de service. » Lent. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, un bruit se fit entendre dehors, des voix graves, des pas. Ethan se cacha derrière le rideau. Sébastien entra avec un policier. « Juste un instant, » dit-il d'un ton faussement inquiet. « Je veux m'assurer que ma femme se repose. » L'agent observa les moniteurs et hocha la tête. Tout semble normal. Isabella fit semblant de dormir, respirant calmement. Sébastien s'approcha, lui caressa les cheveux et murmura à son oreille. « Personne ne peut te sauver, Isabella, plus maintenant. » Puis il sortit avec le policier, laissant la porte entr'ouverte. Ethan sortit de sa cachette.
Nous devons partir tout de suite, dit-il. Isabella se redressa avec peine, retira les sondes et débrancha le moniteur. Chaque bip résonnait comme une alarme de guerre. Ils enfilèrent une blouse et sortirent dans le couloir. Leurs pas claquaient sur le sol brillant. Au loin, on entendait le bruit d'un chariot et la voix d'une infirmière. Ils tournèrent dans un couloir vide, franchirent une porte de secours et sentirent le choc de l'air froid. Dehors, il pleuvait. Ethan l'aida à monter dans son camion garé derrière le bâtiment. Isabella s'allongea sur le siège, respirant avec peine. « S'il découvre que j'ai fui, il viendra nous chercher », dit-elle en sanglotant. Ethan démarra le moteur. « Alors nous irons là où il ne pourra pas te trouver. » Le camion disparut sous la pluie, tandis qu'à la fenêtre de l'hôpital, une silhouette immobile les observait. C'était Sébastien, un léger sourire aux lèvres. « Cours autant que tu veux », murmura-t-il. « Je te retrouverai toujours. » La pluie tombait sur la route comme un voile sans fin. Le camion avançait avec les phares allumés, se frayant un chemin à travers la brume épaisse. Isabella Marlowe était allongée sur le siège passager, le visage pâle et les lèvres tremblantes. Ses mains protégeaient son ventre, et chaque vibration du moteur faisait résonner en elle le poids de la peur. Ethan Cole conduisait en silence, concentré sur la route qui serpentait vers les collines. Par moments, il jetait un regard dans le rétroviseur, craignant de voir les phares d'une voiture derrière eux. Seul le bruit de la pluie et du balai d'essuie-glace remplissait le silence. Après un long moment, Isabella parla d'une voix faible. « Où allons-nous » Ethan répondit, sans quitter la route des yeux. « Dans un endroit sûr, une ancienne station de maintenance abandonnée au nord. Personne n'y va depuis des années. » Isabella ferma les yeux. « Il nous retrouvera, il le fait toujours. » Ethan la regarda un instant, et son regard mêlait compassion et colère. « Pas si nous parvenons à prouver ce qu'il a fait. Tout ce que j'ai vu cette nuit-là est enregistré. C'est notre seul atout. » La route se transforma en un sentier de terre boueux. Ethan arrêta le véhicule et éteignit les phares. La pluie tombait plus fort. « Nous y sommes presque », dit-il en ouvrant la portière. Isabella le suivit avec peine. Elle s'appuyait sur lui, ses pieds s'enfonçant dans la boue. La vieille station apparut entre les arbres, une structure rouillée aux vitres brisées et aux panneaux délavés. À l'intérieur, on entendait le goutte à goutte de l'eau et le sifflement du vent. Ethan alluma une lampe. « Ici, nous serons en sécurité pour quelques heures, » dit-il. Ils réussirent à allumer un vieux poêle. La chaleur était faible, mais suffisante pour sécher leurs vêtements trempés. Isabella s'assit sur une couverture, grelottante. « J'ai du mal à croire que tout cela soit réel, » murmura-t-elle. « Hier encore, j'avais une vie normale. Aujourd'hui, je suis une fugitive. » Ethan s'agenouilla devant elle. « Tu n'es pas une fugitive. Tu es une survivante, et c'est ce qui le met en rage. » Un silence lourd s'installa. La tempête frappait le toit avec force. Ethan sortit une petite clé USB de la poche intérieure de sa veste. « Ceci change tout, » dit-il. « J'ai récupéré l'enregistrement de la caméra de sécurité du train avant que la compagnie ne l'efface. On y voit le moment exact où il t'a laissé sur les rails. » Isabella le regarda, stupéfaite. « Tu as cette preuve ?» Ethan hocha la tête. « Oui, mais je ne peux pas la publier pour l'instant. Sébastien a des contacts partout. Si je la rends publique sans protection légale, ils me feront disparaître avant qu'elle atteigne la presse. » Isabella serra les mains. « Alors nous avons besoin d'aide. Quelqu'un qu'il ne peut pas acheter. » Ethan acquiesça lentement. « Je connais quelqu'un. Elle s'appelle Clara Benson. C'est une avocate. Elle a déjà combattu son entreprise. Je lui dois une faveur. Elle peut nous aider. » Isabella le regarda avec méfiance. « Et si Sébastien la corrompt aussi ?» Ethan secoua la tête. « Il ne peut pas acheter tout le monde. Pas cette fois. » Le grondement d'un tonnerre fit trembler le bâtiment. Isabella frissonna. « Je ne peux pas dormir, » avoua-t-elle. « Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois s'approcher, calme, comme si la mort n'était qu'un détail. » Ethan s'assit à côté d'elle. « Tu n'es pas seule. Je ne laisserai plus t'approcher. » Ces mots étaient simples, mais portaient une force qui lui rendit le souffle. Isabella posa la tête entre ses mains, épuisée. « Merci, » murmura-t-elle.
Si tu n'avais pas tiré sur le frein cette nuit-là, je serais morte. » Ethan la regarda en silence. « Personne ne mérite de mourir ainsi, ni toi, ni ton enfant. » Soudain, un bruit métallique retentit à l'extérieur. Ils se regardèrent, le cœur battant. Ethan éteignit la lampe et s'approcha de la porte. « Reste derrière moi, » dit-il à voix basse. Il tendit l'oreille. Le vent sifflait à travers les fentes, mais il y avait autre chose. Un pas lent sur l'eau. Ethan prit une clé anglaise posée sur la table, la leva comme une arme improvisée et ouvrit la porte avec précaution. L'obscurité l'enveloppa. Rien. Seulement la pluie frappant la tôle. Il referma la porte et inspira profondément. « Nous devons partir bientôt. Si quelqu'un nous suit, nous ne pouvons pas rester ici. » Lan, Isabella se leva difficilement. « Je ne sais pas combien de temps je tiendrai encore. Le bébé bouge trop. Je sens que le stress l'affecte. » Ethan la regarda, inquiet. « Il faut te conduire chez un médecin, mais sans qu'il le sache. » Il réfléchit quelques secondes. « Clara a des contacts dans une clinique privée. Je peux lui demander de t'y faire entrer sans enregistrement. » Isabella hocha la tête. « Fais-le. Je ne veux pas que mon fils naisse dans ce cauchemar. » Tedao. Ethan sortit son téléphone, cherchant du signal. L'écran brilla faiblement. « J'ai une ligne sécurisée. Je vais lui envoyer un message. » Il tapa rapidement, puis attendit. Dehors, la tempête commençait à s'apaiser. Isabella s'allongea sur la couverture, épuisée. Sa respiration se fit plus régulière, mais ses yeux restèrent ouverts. « Il ne m'aimait pas, » murmura-t-elle. « Il n'aimait que le contrôle. Il disait toujours que sans lui, je ne serais rien. » Ethan resta silencieux. « C'est ce que disent tous les hommes qui ont peur des femmes fortes, » répondit-il. « Il t'a brisé parce qu'il savait qu'il ne pourrait jamais te posséder entièrement. » Isabella le regarda et sourit tristement. « Tu parles comme si tu comprenais. » Ethan détourna le regard. « Parce que je comprends. Ma sœur est morte à cause d'un homme comme lui. J'ai promis de ne plus jamais me taire. » Le téléphone vibra. Un message apparut à l'écran. « Lieu sûr confirmé. Coordonnées envoyées. » Ethan poussa un soupir de soulagement. « Clara nous attend dans un entrepôt du port à minuit. » Isabella se redressa lentement. « Penses-tu qu'on y arrivera ?»« Oui, » répondit-il. « Mais nous devons partir tout de suite. L'aube pourrait nous trahir. » Ils rassemblèrent leurs affaires et sortirent sous la pluie fine. La forêt sentait la terre humide. Au loin, les phares du camion encore allumés éclairaient le chemin. Ethan l'aida à monter et mit le moteur en marche. Avant de partir, Isabella regarda vers la fenêtre de la station. Elle aurait juré qu'une ombre bougeait parmi les ruines. « As-tu vu ça ?» demanda-t-elle. Ethan tourna la tête, mais ne vit rien. « Seulement le vent, » répondit-il. Pourtant, au fond de la forêt, quelqu'un les observait. Un téléphone allumé suivait leurs mouvements. Sur l'écran, le nom de Sebastian Ward brillait avec une notification « Cible localisée ». Le camion s'éloigna vers le sud. Isabella ferma les yeux, serrant son ventre contre elle. Pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir, faible mais réelle. Elle ignorait que, derrière eux, l'obscurité s'était mise en marche elle aussi. La pluie avait cessé et l'aube teintait la ville d'un gris métallique. Les tours de verre reflétaient une lumière glaciale qui semblait figer le temps. Au 42e étage d'un immeuble dominant le fleuve, Sebastian Ward observait l'horizon depuis son bureau. Il portait un costume sombre, le plus cher de sa collection. Son reflet dans la vitre montrait un visage impeccable, mais ses yeux dissimulaient un vide profond. Sur le bureau reposaient des journaux qui parlaient de lui comme d'un héros moderne. Le magnat qui transforme l'économie numérique, Ward Capital, l'exemple du leadership mondial. Aucune ligne ne mentionnait le mot crime. Derrière lui, son assistante personnelle, Clara Reeves, rangeait une pile de documents. Son expression tendue trahissait la lassitude de quelqu'un qui ne croit plus aux promesses. Sebastian rompit le silence. « Le comité a approuvé la fusion ?» Clara acquiesça sans le regarder. « Oui, monsieur, tout est signé. » Il sourit avec satisfaction. « Parfait. Alors ce jour sera mémorable. » Il se dirigea vers le bar privé et versa du whisky dans un verre en cristal. « Sais-tu ce qu'est le pouvoir, Clara ?»
demanda-t-il. Elle leva les yeux avec prudence. Le pouvoir, c'est la liberté de décider qui vit et qui tombe. Et le meilleur, c'est que personne ne le remarque. Tout le monde croit que j'obéis aux règles. Clara baissa la tête. Et si un jour les règles changent, Monsieur Ward? Il laissa échapper un rire léger. Les règles ne changent pas, elles sont réécrites par ceux qui commandent. Il but une gorgée lente et reporta son regard vers l'horizon. Son téléphone vibra. Il le prit calmement. Un message court s'afficha. Cible localisée. Mouvement vers le port. Ses lèvres se courbèrent en un mince sourire. Alors elle est encore en vie. Clara fit semblant de ne rien entendre, mais son visage pâlit. « De qui parlez-vous, monsieur ?» demanda-t-elle. Sébastien répondit d'une voix indifférente. « D'une erreur que je croyais corriger. » La porte s'ouvrit et un journaliste entra accompagné d'un photographe. « Monsieur Ward, la presse vous attend pour l'interview. » Sébastien se retourna, affichant son sourire professionnel. « Bien sûr, aujourd'hui nous parlerons d'avenir. » Il se dirigea vers la salle attenante, un espace rempli de lumière et de caméras. Les écrans affichaient le logo doré de son entreprise, un W qui ressemblait à un symbole de victoire. L'intervieweur ajusta son micro. « Monsieur Ward, le pays vous considère comme un modèle de réussite. Comment maintenez-vous l'équilibre entre vos affaires et votre vie personnelle ?» Sébastien joua la modestie calculée. « Avec discipline, rien ne s'obtient sans sacrifice. Ma vie privée est paisible. Mon épouse se remet d'un accident et cela me rappelle à quel point le bonheur est fragile. » Clara observait depuis la porte. Ses paroles étaient douces, mais le venin se cachait derrière chaque mot. « Je l'aime profondément, poursuivit-il, et ma priorité est de la protéger. » Le public sourit. Les caméras captèrent chaque geste. Personne n'imaginait que ces mots sortaient de la bouche d'un homme qui avait tenté de la tuer. Lorsque l'interview prit fin, le journaliste lui serra la main. « Le pays a besoin d'hommes comme vous. » Sébastien répondit avec froideur. « Le pays a toujours besoin de quelqu'un pour lui dire quoi penser. » Après l'enregistrement, il retourna dans son bureau. Clara l'attendait avec un dossier. « J'ai reçu une demande inhabituelle, » dit-elle. Une avocate nommée Clara Benson a demandé à consulter d'anciens dossiers de Ward Capital. Elle prétend que c'est pour une enquête réglementaire. Sébastien haussa un sourcil. « Clara Benson, ce nom me dit quelque chose. » Clara Reeves parla à voix basse. « C'est elle qui a poursuivi votre société il y a 3 ans pour fraude financière. L'affaire a été classée faute de preuves. » Sébastien posa son verre. « Alors elle recommence. Intéressant. Certains ne comprennent jamais. » Il s'approcha d'elle. « Découvre avec qui cette femme communique. Je veux savoir jusqu'où elle ose aller. » Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, une voiture noire attendait moteur allumé. À l'intérieur, un homme observait la porte tournante avec des jumelles. C'était celui qui avait suivi Isabella et Ethan. Il prit une photo avec son téléphone et envoya un message, cible dans son bureau, en attente d'instructions. 1 minute plus tard, la réponse arriva. « N'interviens pas encore, je veux la voir souffrir d'abord. » Sébastien éteignit les lumières et s'approcha du vaste vitrage. La ville s'étendait sous ses pieds comme un échiquier. Il pensa à Isabella, à son visage marqué par la peur, à la nuit du train. Une partie de lui, minuscule, ressentit quelque chose qui ressemblait à du remords, mais il l'étouffa aussitôt. « Elle a choisi le mauvais chemin, » murmura-t-il. « Et maintenant elle payera. » Il prit son téléphone et composa un numéro masqué. « Je veux que l'affaire du port soit réglée ce soir, aucun témoin, aucune erreur. » Il écouta la voix au bout du fil et acquiesça. Comprit que cela paraisse un accident. Clara Reeves l'observait pendant qu'il parlait. Lorsqu'il raccrocha, elle fit semblant de classer des papiers, mais ses mains tremblaient. Elle avait trop entendu. Sa conscience commençait à la ronger. Elle se rappela toutes les fois où il avait manipulé des rapports, détruit des carrières, acheté le silence. Elle pensa à Isabella, l'épouse que tous croyaient fragile. Peut-être avait-elle encore une chance de réparer quelque chose. Elle prit discrètement une copie du registre d'appel et la glissa dans son sac. À cet instant, le téléphone fixe sonna. Sébastien répondit avec calme. « Ward Capital ». La voix à l'autre bout était rauque. «
Monsieur Ward, nous avons un problème. Quelqu'un diffuse des informations sur la nuit de l'accident. Il parle d'une vidéo. Sébastien resta silencieux une seconde. Quelle vidéo? La voix hésita. Un enregistrement de la caméra de sécurité du train. On dit qu'il montre tout. Le visage de Sébastien se figea, sa mâchoire se crispa. Trouvez-la, trouvez celui qui la détient, et éliminez toutes les copies. Il raccrocha violemment. Pendant de longues minutes, il ne bougea pas. Le whisky resta oublié sur le bureau, puis son visage retrouva peu à peu son calme. « Ethan Cole » murmura-t-il. « L'ingénieur. Bien sûr, c'est toi. » Il alluma son ordinateur et chercha son nom dans les registres du personnel ferroviaire. En quelques secondes, il obtint son ancienne adresse et une photo. Ingénieux, mais naïf. Clara Reeves revint. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix incertaine. Il acquiesça sans la regarder. « Oui, tout est sous contrôle. » Lorsqu'elle sortit, il s'appuya dans son fauteuil, un sourire aux lèvres. Il pensa à ce qu'il ferait ce soir. Aucun problème que l'argent ne puisse enterrer. Il observa encore la ville. Les lumières s'allumaient une à une. Le reflet de son visage dans la vitre ressemblait à celui d'un dieu satisfait. Mais quelque part, près du port, une voiture blanche s'arrêtait devant un entrepôt. Isabella et Ethan descendaient avec précaution, sans savoir que l'homme qui avait décidé de leur destin avait déjà déplacé ses pièces. Sur l'échiquier de Sebastian Ward, la partie ne faisait que commencer. L'horloge du tableau de bord indiquait 11h30 lorsque Ethan coupa les lumières de la voiture. Le port était désert, enveloppé d'un brouillard dense qui se mouvait comme une bête vivante entre les conteneurs. Isabella Marlowe regardait par la fenêtre, nerveuse. Au loin, on entendait le clapotis de l'eau contre les quais et le grincement métallique d'une grue tournant lentement. Tout semblait endormi, mais sous cette apparente tranquillité se cachait un danger que ni l'un ni l'autre ne pouvait nommer. Ethan examina les environs avec la lampe de son téléphone, puis l'éteignit. « Clara Benson a dit qu'elle nous attendrait dans l'entrepôt numéro 3. Il est au bout du quai. » Isabella acquiesça. « Il semble vide. Tant mieux, » répondit-il. « Moins de témoins, moins de questions. » Ils sortirent de la voiture et marchèrent parmi les flaques d'huile. La nuit était humide, l'air sentait le sel et la rouille. Isabella soutenait son ventre, respirant avec précaution. Chaque pas lui demandait un effort. Ethan la regarda avec inquiétude. « Si la douleur est trop forte, on s'arrête. » Elle secoua la tête. « Non, nous devons y arriver avant lui. » Ils entrèrent dans l'entrepôt. L'écho de leurs pas résonna contre les murs métalliques. Une seule lampe suspendue éclairait la pièce. Sur une table se trouvait un ordinateur portable et un dossier. Une femme aux cheveux sombres leva les yeux. C'était Clara Benson, l'avocate. « Vous arrivez juste à temps, dit-elle. J'ai reçu des menaces depuis que j'ai accepté de vous aider. Le nom de Sebastian Ward fait trembler même les juges. » Ethan la salua d'une poignée de main. « Nous avons quelque chose qui changera cela. » Il sortit une clé USB de sa veste et la posa sur la table. Voici la vidéo. Elle montre le moment exact où il l'a attachée au rail. Clara alluma l'ordinateur et connecta le dispositif. L'écran s'illumina d'une teinte bleue. Tous trois observaient en silence. La vidéo se lança. La caméra du train montrait Isabella luttant contre les cordes, l'éclat du projecteur et la silhouette reconnaissable de Sébastien s'éloignant. L'image était nette, le visage visible. Clara poussa un soupir. Cela suffira à le faire tomber. Mais nous devons sauvegarder la preuve à plusieurs endroits. Si Ward découvre que j'ai une copie, il tentera de la détruire. Ethan acquiesça. Nous pouvons envoyer le fichier à la presse, à la police et sur un serveur international. Il ne pourra pas tout effacer. Isabella écoutait sans parler. Elle regardait l'écran comme si elle observait son propre fantôme. Les larmes coulaient silencieusement. « Je n'aurais jamais cru qu'un homme puisse me haïr à ce point, dit-elle. Clara la regarda avec douceur. « Ce n'est pas de la haine, Isabella, c'est de la peur. Il a peur de perdre le contrôle. » Soudain, un bruit se fit entendre dehors. Un moteur s'arrêta, puis des pas. Ethan éteignit la lampe et porta un doigt à ses lèvres. « Quelqu'un est là. »
Clara referma l'ordinateur et glissa la clé USB dans sa poche. Isabella retint son souffle. Les pas s'approchèrent du grand portail, puis le silence revint. Ethan jeta un coup d'œil par une fente et aperçut 2 silhouettes munies de lampes. L'une parla d'une voix grave. « Le patron a dit que personne ne sortirait d'ici. » L'autre répondit « Va vérifier à l'intérieur. Je couvre la sortie arrière. » Ethan recula. « Ce sont les hommes de Ward. » Isabella porta la main à sa bouche pour ne pas crier. Clara ouvrit un tiroir et sortit un petit pistolet. « Je ne veux pas m'en servir, mais s'ils entrent, nous n'aurons pas le choix. » Ethan chercha de quoi bloquer la porte. Il poussa un petit conteneur et le plaça devant l'entrée. Le bruit métallique attira l'attention des intrus. « J'ai entendu quelque chose à l'intérieur » cria l'un d'eux. Le premier coup ébranla la structure. La porte vibra, les gonds grincèrent. Clara visa l'entrée, Ethan saisit une barre de fer. Isabella recula derrière des caisses. Le deuxième coup fut plus fort, puis un troisième. Finalement, la serrure céda. 2 hommes armés pénétrèrent. La lumière de leurs lampes les aveugla un instant. Ethan attaqua le premier, le frappa au bras et le désarma. L'autre tira. Le bruit résonna comme un tonnerre. Clara riposta. L'écho des tirs rebondit sur les murs. L'un des agresseurs tomba au sol. L'autre tenta de fuir vers la sortie arrière, mais Ethan le frappa à la jambe et le fit chuter. Le silence revint, troublé seulement par leur respiration haletante. Isabella tremblait. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Ethan hocha la tête. « Tu as raison, d'autres viendront. » Clara ramassa l'ordinateur et glissa la clé dans sa chaussure. « S'ils me trouvent, je veux que la preuve survive. » Des sirènes se firent entendre au loin. Peut être la police ou peut être d'autres hommes de Ward. Ils sortirent par une porte latérale et coururent vers la voiture. La pluie recommençait à tomber, fine et froide. Isabella s'appuya sur Ethan. « Mon enfant bouge beaucoup, dit-elle d'une voix tremblante. Le stress le blesse. Tiens bon encore un peu, répondit-il. Ils montèrent dans la voiture et démarrèrent. Clara, assise à l'arrière, serrait l'ordinateur contre elle. « Nous devons aller à mon bureau. J'y ai une connexion sécurisée pour envoyer le fichier. » Ethan accéléra, les pneus éclaboussant l'eau du bitume. Au loin, 2 phares les suivaient. Isabella les aperçut dans le rétroviseur. « On nous poursuit. » Ethan jura à voix basse. « Je savais que ce ne serait pas si simple. » Il accéléra encore. La voiture glissa dans un virage étroit. Les phares derrière eux se rapprochaient. Un coup de feu brisa la vitre arrière. Clara cria. Ethan tourna brusquement dans une allée entre les conteneurs. « Accrochez-vous !» La voiture dérapa et heurta une barrière. Les 3 sortirent en courant. Derrière eux, le véhicule des poursuivants s'arrêta. 2 hommes en descendirent, armes à la main. Ethan poussa Isabella vers une rampe. « Cours vers le quai, monte dans le bateau. » Clara les suivit. Les pas des poursuivants résonnaient tout près. Une balle siffla à côté de son oreille. Isabella monta sur un petit bateau amarré au quai. Ethan coupa la corde avec son couteau et poussa l'embarcation à l'eau. Il monta à bord, fit démarrer le vieux moteur qui rugit difficilement. Clara sauta à l'intérieur juste avant qu'une balle ne frappe la coque métallique. Le bateau s'éloigna dans l'obscurité. Les lumières du port s'estompaient derrière eux. Isabella se serra dans ses bras, tremblante. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Ethan regarda l'horizon. « Maintenant, on survit jusqu'à l'aube. » Clara respirait difficilement. « Le fichier est en sécurité. Je l'enverrai dès que nous aurons du réseau. » Le moteur grondait sous la pluie. Derrière eux, les hommes de Ward criaient, mais leurs voix se perdaient dans le bruit des vagues. Le ciel commençait à pâlir. Une ligne claire apparaissait à l'horizon. Isabella posa la tête sur l'épaule d'Ethan. « Je ne sais pas combien de temps je tiendrai encore. » Il la serra doucement contre lui. « Tu tiendras, parce que tu as déjà survécu à la mort une fois. » Le bateau continuait d'avancer vers l'immensité de la mer. Dans l'ombre du port, un téléphone sonnait. Sur l'écran, le nom de Sebastian Ward s'affichait. La voix à l'autre bout était glaciale. « Ils ont encore échoué. Mais ce n'est pas grave. Je les retrouverai. Aucun océan n'est assez grand pour les cacher. » Le soleil se leva,
colorant l'eau d'une lueur dorée. Isabella ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il restait encore un peu d'espoir. La nuit était derrière eux, mais la mer semblait encore une étendue d'ombre. Le bateau avançait lentement vers la côte, poussé par un moteur à bout de souffle. Ethan Cole gardait les mains fermes sur le gouvernail, fixant l'horizon où la lumière de l'aube traçait une ligne dorée. Isabella Marlowe, épuisée, tenait son ventre et respirait difficilement. À ses côtés, Clara Benson tentait de garder l'ordinateur au sec, enveloppé dans une veste. Personne ne parlait. Seul le bruit de l'eau frappant la coque remplissait l'air. Ils atteignirent enfin une plage étroite bordée de rochers. Ils débarquèrent avec précaution. Clara regarda autour d'elle. « Nous sommes loin du port, mais pas pour longtemps. Ward ne renoncera pas. » Ethan acquiesça. « Nous devons nous cacher, puis trouver un moyen de récupérer les dossiers à l'intérieur de sa demeure. Si nous y parvenons, son pouvoir prendra fin. » Isabella le regarda, perplexe. « Quel dossier ?» Ethan s'accroupit sur le sable et traça une petite maison avec son doigt. Sébastien conserve des documents dans un coffre secret derrière un mur dissimulé dans son bureau. Je l'ai découvert quand je travaillais sur le système électrique de l'entreprise. Il y garde de faux contrats, des transferts illégaux et des preuves de corruption. Si nous les trouvons, il sera définitivement perdu. Clara resta pensive. Alors nous devons y entrer. Ethan secoua la tête. Pas maintenant, il faut planifier. Ward a des caméras partout. Entrer sans code serait du suicide. Isabella s'assit sur un rocher. Il est capable de tout. Il ne veut pas seulement me faire taire. Il veut effacer mon existence. Si on lui retire l'argent et le prestige, il perdra son masque. Ethan la fixa avec gravité. C'est pour cela que nous devons agir. Mais d'abord, je dois te mettre, toi et ton enfant, à l'abri. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent dans une cabane abandonnée au cœur d'une forêt. L'endroit sentait le bois humide et les feuilles. Ils allumèrent un petit feu et s'assirent autour. Isabella s'allongea, épuisée. Clara ouvrit l'ordinateur et vérifia la clé USB. La vidéo est intacte, mais j'ai besoin d'une connexion pour la mettre en ligne. Ethan leva les yeux vers le ciel. Quand la nuit tombera, nous irons au village le plus proche. Il y a une gare. Tu pourras y envoyer les fichiers. Clara acquiesça. Si nous réussissons, la police ne pourra plus fermer les yeux. Le soleil descendait lentement. Sa lumière passait entre les arbres comme un feu doré. Isabella dormait, respirant paisiblement. Ethan la regardait avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Clara rompit le silence. Elle est plus forte qu'elle ne le croit. « Oui, répondit-il, mais elle n'a plus la force de fuir. » Clara referma l'ordinateur. Alors il faudra en finir vite. Quand la nuit tomba, ils partirent sans un mot. Ils marchèrent pendant 1 heure avant d'apercevoir les lumières d'un petit village. Ethan et Clara entrèrent dans un café vide où le réseau fonctionnait encore. Isabella resta dans la voiture, enveloppée d'une couverture. L'endroit sentait le café et le métal rouillé. Clara alluma le portable et inséra la clé. Les images apparurent à l'écran. « Envoyez une copie !» murmura-t-elle. La barre de chargement avançait lentement. Dehors, Ethan surveillait la rue. Un homme coiffé d'une casquette s'arrêta près de la voiture d'Isabella. Elle frissonna et baissa la tête. L'inconnu alluma une cigarette, puis s'éloigna. Soudain, Clara chuchota. « C'est fait. La vidéo est en ligne. » Ethan entra et regarda l'écran. « Parfait. Il ne pourra plus la détruire. » Mais à cet instant, la porte du café s'ouvrit brutalement. 2 hommes armés surgirent en criant « Par terre !» Ethan se jeta sur Clara et tous 3 tombèrent derrière une table. Les balles brisèrent les bouteilles du comptoir. L'un des assaillants avança, mais Ethan le frappa avec une chaise et le désarma. L'autre s'enfuit. Clara tremblait, l'ordinateur à terre. « Le fichier est envoyé, dit-elle d'une voix tremblante. Mais ils savent où nous sommes. » Ils coururent jusqu'à la voiture et démarrèrent. Isabella les accueillit, livide. « Que s'est-il passé ?» Ethan répondit en conduisant. « Ils nous ont retrouvés. Nous devons disparaître. »
Il ne s'arrêta pas avant de quitter le village. La route devenait de plus en plus étroite. Clara regarda le rétroviseur. Personne ne nous suit. Isabella soupira de soulagement. La vidéo est en sécurité? Oui, répondit Clara, mais ce n'est pas suffisant. Si Ward perd sa fortune, il deviendra encore plus dangereux. À l'aube, ils atteignirent les abords de la ville. Ils s'arrêtèrent devant une station-service fermée. Ethan coupa le moteur. « Écoutez, pour en finir, nous devons retourner chez lui. Je sais, c'est insensé, mais à l'intérieur se trouve quelque chose d'encore plus important que la vidéo. Le coffre. » Clara écarquilla les yeux. « Tu es sérieux? Tout à fait. L'enregistrement prouve sa tentative de meurtre, mais les documents révéleront tout son réseau de corruption. Il finira en prison à vie. » Isabella le fixa en silence. « Si nous retournons là-bas, il nous tuera. » Ethan lui prit la main. « Seulement s'il a l'avantage. Cette fois, il ne l'aura pas. » Ils passèrent la journée cachés dans un hangar près du fleuve. Ethan dessina le plan intérieur de la maison. Il traça une ligne rouge. « Nous entrerons par le côté haie. Il y a une fenêtre sans alarme. Le coffre est dans le bureau, derrière la bibliothèque principale. Clara, tu copieras tout ce que tu trouveras. Isabella, tu resteras dans la voiture. Si quelque chose tourne mal, tu pars sans te retourner. » Isabella secoua la tête avec détermination. « Non, je ne resterai pas dehors cette fois. Cette histoire a commencé avec moi, et elle doit se terminer avec moi. » Le crépuscule tomba sur la ville. Les lumières s'allumaient une à une dans les gratte-ciel. Sur la colline, la demeure des Ward se dressait, imposante, faite de verre et de pierre. Ethan gara la voiture loin de l'entrée principale. « C'est notre seule chance, » dit-il. Clara hocha la tête et vérifia son matériel. Isabella inspira profondément, sentant le bébé bouger sous ses mains. « Que tout cela finisse vite !» murmura-t-elle. Ils traversèrent le jardin en silence. Le chant des grillons était leur seul témoin. Ethan ouvrit la fenêtre latérale et entra le premier. Clara le suivit. Isabella regarda autour d'elle et, malgré la peur, entra à son tour. L'intérieur était sombre. Les tableaux et le marbre reflétaient la lueur de la lune. Ils montèrent les escaliers à pas mesurés. Le bureau se trouvait au bout du couloir. Ethan poussa la porte et alluma une lampe. « Là, bas !» dit-il en montrant la bibliothèque. Il déplaça un livre et révéla un panneau métallique. Le coffre-fort. Clara s'approcha et connecta un petit dispositif. « 1 minute !» murmura-t-elle. Isabella scrutait chaque recoin. Soudain, elle entendit un bruit derrière elle. « Ethan !» dit-elle à voix basse. « Je crois que quelqu'un est là. » Il se retourna, mais ne vit rien. Clara annonça « C'est ouvert ». Elle fit tourner la poignée. Le métal s'ouvrit dans un clic sec. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des disques durs et un pistolet. Ethan prit les documents. « Nous avons ce qu'il nous faut. » Mais avant qu'il puisse bouger, une voix glaciale retentit dans l'obscurité. « Tloptard !» Les lumières du bureau s'allumèrent. Sebastian Ward se tenait dans l'encadrement de la porte, un sourire aux lèvres. « Je savais que tu reviendrais, Isabella. » Le temps sembla s'arrêter. Les lumières du bureau inondaient les murs d'un éclat cruel. Isabella Marlowe resta immobile, la respiration suspendue. Devant la porte, Sebastian Ward souriait avec la sérénité de celui qui croit tout posséder. Il portait un costume sombre, la cravate desserrée, les yeux brillants d'un mélange de plaisir et de rage. Ethan Cole leva sa lampe et la braqua sur lui. « Recule !» dit-il. Sébastien fit un pas en avant, sans peur. « Toujours aussi courageux, Ethan, le héros des rails. Je pensais que tu avais abandonné. » Clara Benson recula vers le coffre-fort, glissant les disques durs dans son sac. « Nous avons des preuves de tout, » dit-elle d'une voix tremblante. « La police saura la vérité. » Sébastien laissa échapper un rire bas. « La vérité ? La vérité est un luxe que peu peuvent se permettre. Et moi j'ai plus d'argent que vous tous réunis. » Il s'avança lentement, le bruit de ses pas résonnant sur le marbre. Isabella recula, trébuchant contre le bureau. Ethan se plaça devant elle. « Tout se termine aujourd'hui, dit-il. Tu paieras pour tout ce que tu as fait. » Sébastien pencha la tête. « Payer ? J'ai déjà payé pour toi
pour elle, pour chacun de mes échecs. Mais ils reviennent toujours. Les cafards ne meurent jamais. Ethan serra les dents. Le seul parasite ici, c'est toi. Soudain, l'homme d'affaires sortit un pistolet de sa veste. Il le leva calmement, visant le cœur d'Ethan. « Tu n'es qu'un obstacle sur ma route. » Isabella cria, mais Ethan se jeta de côté avant le tir. La balle effleura son bras et se ficha dans le mur. Clara se baissa derrière le bureau. Ethan se rua sur Sébastien. Les deux hommes tombèrent au sol, luttant violemment. L'arme glissa sous une étagère. Les coups résonnaient dans le silence de la maison. Isabella courut vers le coffre et tenta de le refermer, mais son ventre l'en empêcha. Les larmes brouillaient sa vue. Clara sortit de sa cachette et chercha l'arme. Sébastien repoussa Ethan d'un coup brutal, se releva et lui asséna un coup de coude à la mâchoire. « Tu ne comprends rien » hurla-t-il. Rien de tout cela n'était personnel, c'était nécessaire. Ethan cracha du sang. Attacher une femme enceinte à des rails, c'est nécessaire seulement pour un monstre. Sébastien attrapa une statue de bronze sur le bureau et la lança contre lui. Ethan se protégea avec le bras, et la statue se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Clara trouva le pistolet, le leva d'une main tremblante. « Assez, dit-elle. Arrête ou je tire. » Sébastien la regarda avec mépris. « Tu ne tireras pas, tu n'en as pas le courage. » Il fit un pas en avant. Clara pressa la détente. Le coup de feu déchira l'air, si fort qu'Isabella se couvrit les oreilles. La balle atteignit Sébastien à l'épaule, le faisant tomber à genoux, stupéfait. Ethan en profita pour lui arracher son téléphone et le jeter au loin. Clara haletait, l'arme encore fumante. « N'approche plus !» cria-t-elle. Sébastien porta la main à sa blessure, le sang imbibant sa chemise. « Vous avez commis une erreur, gronda-t-il. Vous venez de me donner une vraie raison de vous détruire. » Il se releva en titubant et appuya sur un bouton de sa montre. Une alarme retentit dans toute la maison. Des lumières rouges commencèrent à clignoter. Ethan regarda autour de lui. « Qu'as-tu fait » Sébastien sourit, les dents couvertes de sang. « J'ai activé le système de sécurité. Les portes sont verrouillées. Personne n'entre, personne ne sort. » Le bruit métallique des verrous résonna dans la demeure. Isabella s'appuya contre le bureau, tremblante. « Il va nous tuer tous. » Ethan la prit par le bras. « Calme-toi, on trouvera une sortie. » Clara consulta son téléphone, mais il n'y avait pas de réseau. L'alarme continuait à hurler. Sébastien recula vers le mur et appuya sur un autre bouton. Un panneau s'ouvrit, révélant un boîtier de commande. « Cette maison est ma forteresse, » dit-il avec orgueil. « Si je meurs, vous mourrez avec moi. » Ethan courut vers lui, mais Sébastien lui donna un coup de pied à l'abdomen, le projetant en arrière. Isabella aperçut un extincteur près de la porte. Elle le saisit à deux mains et frappa Sébastien à la tête. Le choc fut net. Il s'effondra, étourdi. « C'était pour mon enfant, » dit-elle en sanglotant. Clara courut vers le panneau et tenta de désactiver le système, mais les codes étaient impossibles à deviner. « C'est crypté, » dit-elle paniquée. Ethan se releva, haletant. « Alors on va le détruire. » Il frappa le panneau avec l'extincteur encore et encore jusqu'à le briser. Les lumières rouges s'éteignirent et le bruit cessa. Pendant quelques secondes, tout resta silencieux. L'air sentait la sueur et le métal brûlé. Ethan regarda Isabella. « Il faut partir avant que sa police privée n'arrive. » Clara acquiesça. « Il y a une sortie de service par la cuisine. » Ils se précipitèrent dans le couloir. Le corps de Sébastien semblait inerte, mais quand Isabella passa près de lui, une main ensanglantée saisit sa cheville. Elle cria et tomba. Sébastien releva la tête. « Tu pensais que ce serait si simple ?» Ethan revint en arrière et lui donna un coup de pied en plein visage. Sébastien poussa un gémissement et retomba. Isabella se releva avec l'aide de Clara. « Sortons d'ici !» Ils descendirent l'escalier en courant. Au loin, les sirènes se rapprochaient. Ethan atteignit la porte de la cuisine, mais la serrure était bloquée. Il chercha un outil et la força violemment. Vite, Isabella sortit la première, suivie de Clara. Dehors, l'air frais leur fouetta le visage. Ethan les rejoignit.
Le ciel était couvert de nuages, l'odeur de pluie emplissait l'air. Derrière eux, une silhouette bougea à la fenêtre du deuxième étage. Sébastien s'était relevé, il tenait une arme et tira. La balle effleura le bras d'Ethan. Clara cria. Isabella courut vers la voiture garée au bout de l'allée. Ethan riposta, tirant vers la fenêtre. La balle frappa le cadre et le fit reculer. Les minutes suivantes furent chaotiques. Le moteur de la voiture rugit. Clara monta la première. Ethan poussa Isabella à l'intérieur et prit le volant. Sébastien continuait à tirer depuis la fenêtre. Une balle brisa la vitre arrière. La voiture s'éloigna dans un nuage de poussière. La demeure restait derrière eux, éclairée par les éclats des tirs. Ethan respirait vite, les mains crispées sur le volant. Isabella, le regard perdu, caressait son ventre. « Ce n'est pas fini », murmura-t-elle. Ethan la regarda. « Non, mais maintenant nous avons ce qu'il n'a pas. La vérité. » Au loin, la maison Ward se dressait sous la pluie, son reflet déformé dans les flaques. À l'une des fenêtres, Sébastien s'adossait au mur, le sang coulant le long de son bras. Sa respiration était rauque. Il observa la route et esquissa un sourire tordu, plein de rage. « Ce n'est que le commencement, » murmura-t-il. La tempête gronda à nouveau, et la demeure plongea dans l'obscurité. L'aube se leva sur la ville dans un silence lourd. La demeure Ward se dressait derrière un cordon de police. Des bandes jaunes barraient l'entrée principale, tandis que des agents recueillaient des preuves sous une pluie fine. À l'extérieur, les caméras de télévision pointaient vers les véhicules officiels. L'affaire Sébastien Ward faisait désormais la une de tout le pays. Les titres des journaux s'affichaient à chaque coin de rue. Le magnat du siècle sous enquête pour tentative de meurtre. Corruption et sang derrière l'empire Ward Capital. Isabella Marlowe observait les écrans depuis une chambre sécurisée d'un hôtel du centre. Ses mains tremblaient en tenant une tasse de thé. Elle portait un chemisier simple, les cheveux relevés. Dans ses yeux se lisait la fatigue et une force nouvelle. Ethan Cole était assis en face d'elle, consultant un téléphone saturé de messages. « Les médias ont déjà le fichier vidéo et les documents, dit-il. Clara les a remis avant de disparaître de la scène. » Isabella le regarda, inquiète. « Penses-tu qu'elle soit en sécurité ?»« Oui, » répondit Ethan. « Elle sait comment se cacher. À présent, tout dépend du tribunal. » À la télévision, un reporter se tenait devant le palais de justice. Aujourd'hui débute l'audience la plus attendue de l'année. L'homme d'affaires Sébastien Ward sera jugé pour tentative d'homicide, fraude corporative et manipulation financière. Les preuves rendues publiques sont accablantes. Isabella éteignit l'écran. « Je ne veux plus rien entendre. Je veux seulement le voir tomber. » Ethan acquiesça. Et il tombera, mais ce ne sera pas rapide. Il a des avocats, de l'argent et de la peur. C'est ce qui le rend dangereux. Quelques heures plus tard, le tribunal était plein. Les caméras étaient interdites, mais les journalistes attendaient dehors. À l'intérieur, les lumières froides se reflétaient sur le marbre et les murmures emplissaient l'air. Sébastien entra escorté par 2 agents. Il portait un costume impeccable, mais son visage trahissait des nuits sans sommeil. Son regard chercha le premier rang et s'arrêta sur Isabella. Elle était là, accompagnée d'Ethan et de plusieurs avocats. Quand leurs yeux se croisèrent, un frisson traversa la salle. Le juge, un homme aux cheveux blancs et à la voix ferme, frappa son marteau. « Silence ! Ce tribunal écoutera la déclaration du procureur. » Le représentant de l'État se leva et prit la parole. « Nous sommes face à un cas symbolisant l'abus de pouvoir. L'accusé n'a pas seulement tenté d'éliminer son épouse enceinte. Il a aussi bâti un empire sur le mensonge. Les preuves sont claires. Vidéos, transferts, enregistrements et témoignages. » Pendant qu'il parlait, les images de la scène du train furent projetées pour le jury. Isabella détourna les yeux. Ce souvenir lui faisait mal. L'avocat de la défense se leva ensuite. « Mon client est victime d'un complot. Madame Marlowe souffre de troubles émotionnels liés à sa grossesse et a été manipulée par Monsieur Cole, qui cherche à se venger après avoir été licencié. » Le juge l'interrompit. « Gardez ces accusations pour le moment opportun. Poursuivez avec les faits. »
Sébastien resta silencieux. Son visage paraissait calme, mais sous la table, ses mains tremblaient. Quand vint son tour de s'exprimer, il se leva et regarda le jury avec une fausse sérénité. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger ma famille et mes employés. La nuit de l'accident, je ne me souviens pas y avoir été. J'étais en réunion, j'ai appris la nouvelle ensuite. J'aime ma femme et je ne lui aurais jamais fait de mal. » Ethan serra le poing pour contenir sa colère. Isabella inspira profondément pour ne pas crier. La procureure demanda à projeter une deuxième vidéo. L'écran montra Sébastien dans son bureau, discutant avec Clara Reeves. Sa voix résonna clairement. « Assure-toi d'effacer tout, personne ne doit savoir pour les rails. » Un murmure parcourut la salle. Le juge exigea le silence. Le visage de Sébastien se crispa. Pour la première fois, son masque se fissurait. L'interrogatoire fut long. Isabella monta à la barre. Sa voix était douce, mais ferme. « Je ne parle pas en victime, mais en témoin de ce que l'argent peut faire entre de mauvaises mains. Il a essayé de me tuer. Il m'a attaché et m'a laissé là, attendant que le train termine ce qu'il avait commencé. » Certains jurés baissèrent les yeux, d'autres prirent des notes, le visage grave. Isabella poursuivit. « Je ne cherche pas la vengeance. Je veux seulement la justice, pour moi et pour l'enfant que je porte. » Sébastien la fixait avec une haine contenue. Lorsque le juge déclara une pause, il se pencha vers son avocat. « Trouve un moyen d'arrêter tout cela. Je ne peux pas tout perdre. » L'avocat répondit à voix basse. « Il ne s'agit plus de pouvoir, il s'agit de survie. » Dans le couloir, Isabella s'appuya contre le mur, épuisée. Ethan lui tendit une bouteille d'eau. « Tu t'en sors très bien. »« Je ne me sens pas bien, » répondit-elle. « Chaque mot me fait mal. » Ethan lui prit la main. « La douleur fait partie de la libération. Quand tout sera fini, tu pourras respirer sans peur. » Le procès dura plusieurs jours. Chaque témoignage portait un nouveau coup à la façade du magnat. Plusieurs employés témoignèrent sous serment, révélant des pots de vin, des menaces et des transferts secrets. Clara Benson réapparut enfin en tant que témoin protégé. Sa déposition fut décisive. « J'ai tout vu. Sébastien Ward a planifié le meurtre de sa femme. Il m'a forcé à effacer les fichiers, mais j'en ai gardé des copies. » Le juge acquiesça et intégra les preuves au dossier. La défense tenta de la discréditer, en vain. Les documents du coffre-fort confirmaient chaque détail. Les murmures du public se transformèrent en une vague d'indignation. Le juge frappa la table. Silence dans la salle. Le dernier jour, le jury rendit son verdict. Le silence tomba comme un poids. Le porte-parole lut à voix claire. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Sébastien ferma les yeux, les poings serrés. Les agents s'avancèrent pour lui passer les menottes. Isabella resta immobile. Quand il passa près d'elle, leurs regards se croisèrent une dernière fois. « Tu n'échapperas jamais à moi », murmura-t-il. Isabella répondit calmement. « C'est déjà fait !» Les portes du tribunal s'ouvrirent. Dehors, le soleil brillait pour la première fois depuis des semaines. Les journalistes encerclèrent Isabella et Ethan, lançant des questions. Elle s'arrêta, leva les yeux vers le ciel et inspira profondément. « La justice ne m'a pas rendu le passé, dit-elle, mais elle m'a rendu la voix. » Le bruit des flashs et des applaudissements emplit la rue. Au loin, une voiture de police s'éloignait, avec Sébastien Ward à l'arrière. Son visage, autrefois symbole de pouvoir, n'était plus que celui d'un homme vaincu par la vérité. Le bruit du cadenas résonna comme un coup sec dans le couloir de la prison. Les portes de fer se refermèrent derrière Sébastien Ward, qui avançait escorté par 2 gardiens vers sa nouvelle cellule. Il portait un uniforme gris, les mains menottées, le visage durci par la défaite. Il ne restait rien du chef d'entreprise élégant qui faisait autrefois la une des magazines. L'écho de ses pas emplissait le couloir, tandis que les lumières froides faisaient luire les murs humides. Un gardien ouvrit la cellule numéro 14. « Bienvenue dans ton nouvel empire », lança-t-il avec ironie. Sébastien ne répondit pas. Il entra en silence et s'assit sur la couchette inférieure. Dehors, le ciel était gris. Une pluie légère frappait les barreaux de la cour. Les prisonniers l'observaient avec curiosité. Certains murmuraient son nom, d'autres le reconnaissaient à travers les journaux.
C'est le millionnaire, disait l'un. Celui qui a voulu tuer sa femme, répondait un autre. Sébastien les ignora. Il s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Dans son esprit, l'image d'Isabella revenait sans cesse. Son visage calme pendant le procès, la manière dont elle l'avait regardé quand on l'avait déclaré coupable. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une paix insupportable. Ce regard le hantait plus que n'importe quelle condamnation. Les jours passaient lentement. Le temps en prison ne se mesurait pas avec des horloges, mais avec les routines. Le repas à 7 heures, le décompte à midi, le silence à 10 heures. Sébastien observait les mouvements des gardiens, étudiant chaque détail. Le réflexe du contrôle vivait encore en lui. Chaque nuit, il écrivait dans un petit carnet qu'il avait réussi à obtenir. Il notait des noms, des dates, des plans. Son esprit ne savait pas se reposer. Parfois, il pensait à s'évader, d'autres fois à mourir. Mais toujours, avant de fermer les yeux, il revoyait le regard d'Isabella ce dernier jour au tribunal. Un après-midi, on le convoqua au bureau du directeur. 2 agents fédéraux l'attendaient. « Monsieur Ward, dit l'un d'eux, votre appel a été rejeté. La sentence est maintenue. Prison à perpétuité sans possibilité de réduction. » Sébastien ne réagit pas. « Puis-je passer un appel ?» demanda-t-il. L'agent acquiesça. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. La voix à l'autre bout était calme. « Ici Clara Reeves. » Sébastien esquissa un léger sourire. « Toujours aussi fidèle, je pensais que tu m'avais oublié. » Elle garda le silence un instant. « Je ne t'ai pas oublié, je me suis juste lassé de tes mensonges. »« Tu faisais partie de tout cela ?» répondit-il. « Tu as contribué à construire mon monde. » Clara soupira. « Et je l'ai aussi détruit. C'était la seule chose juste à faire. » Elle raccrocha sans ajouter un mot. Sébastien resta un moment avec le téléphone à la main. Pour la première fois, il comprit que son pouvoir avait disparu. Il n'y avait plus personne pour obéir à ses ordres, personne pour craindre sa voix. Il retourna à sa cellule, le visage vide. Sur le mur, il écrivit avec un bout de crayon « Le silence est plus fort que la chute ». Pendant ce temps, en ville, Isabella Marlowe sortait de l'hôpital avec son bébé dans les bras. Elle avait accouché 1 semaine plus tôt. L'enfant dormait paisiblement, enveloppé dans une couverture bleue. Ethan l'accompagnait. « Il est magnifique », dit-il avec un sourire. Isabella le regarda avec tendresse. « Je l'appellerai Gabriel, je veux qu'il grandisse sans peur. » Ils marchèrent jusqu'à la voiture sous le murmure de la pluie. Le monde semblait plus pur. Cette nuit-là, Isabella ne put pas dormir. Elle tenait son fils et regardait par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient comme des constellations lointaines. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu, mais aussi à ce qu'elle avait gagné. Pour la première fois, elle sentait la liberté. En bas, Ethan préparait du café. Il monta les escaliers avec 2 tasses et la trouva en train de pleurer en silence. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Oui, je pensais juste à lui. » Ethan la regarda avec douceur. Parfois, ce souvenir est nécessaire pour ne pas répéter. Elle sourit faiblement. « Oui, mais je veux que ce soit le dernier souvenir qui me fasse mal. » Macy. Le lendemain, les journaux annoncèrent que Sébastien Ward avait été transféré dans une prison de haute sécurité au nord. Les télévisions montrèrent le convoi, les sirènes allumées, le visage impassible du prisonnier. Isabella changea de chaîne. « Je n'ai plus besoin de le voir, » dit-elle. La justice l'a rendu invisible. Ethan resta silencieux. Il savait que les cicatrices ne disparaissent pas si vite. Dans sa cellule, Sébastien observait les montagnes par la fenêtre. L'hiver avait commencé et la neige recouvrait les toits. Il pensa à la maison au bord du lac où il organisait des fêtes, aux toasts, aux caméras, aux applaudissements. Tout cela n'était que fumée. Il ne restait plus que le bruit du vent. Cet après-midi-là, un gardien laissa sur son lit une enveloppe scellée. Aucun nom n'y figurait. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une photographie. Isabella et le bébé dans un jardin, souriant. Au dos, une courte note écrite d'une main ferme. « Nous sommes en vie, et cela suffit. » Sébastien serra la photo jusqu'à la froisser. Ses yeux se remplirent de larmes, non de tristesse, mais de rage. « Tu n'as pas gagné, » murmura-t-il. « Je respire encore. »
Il se leva et marcha en rond. Il regarda les barreaux, les ombres, l'écho. Tout ce qu'il avait voulu contrôler était devenu sa prison. Pour la première fois, il comprit qu'il n'existe pas de pouvoir sans liberté. Cette nuit-là, il rêva des rails du train. Dans son rêve, Isabella se tenait debout, vêtue de blanc, tenant l'enfant dans ses bras. Le train approchait, mais cette fois, c'était lui qui était attaché. Il voulut bouger, crier, mais son corps restait figé. Le bruit du métal devint insupportable. Il se réveilla en sueur. Son codétenu le regarda. « Des cauchemars », murmura-t-il. « On en a tous ici. » Sébastien ne répondit pas. Il se leva et alla jusqu'à la fenêtre. Dehors, la lune se reflétait sur la neige. « Ce n'est pas un cauchemar, dit-il. C'est un souvenir. » Les semaines passèrent. Isabella reçut une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, une phrase écrite d'une main qu'elle connaissait trop bien. « Le repentir n'existe pas en enfer. » Elle ne dit rien. Elle brûla la lettre au-dessus de l'évier et regarda le papier se réduire en cendres. Puis elle embrassa le front de son fils et le berça jusqu'à ce qu'il s'endorme. Cette même nuit, dans la prison, un gardien trouva Sébastien assis face à la fenêtre, immobile. À côté de lui, le carnet était ouvert. La dernière phrase disait « Sa liberté a été ma véritable condamnation ». Le gardien referma le carnet et éteignit la lumière. Le lendemain matin, le soleil se leva sur les montagnes. En ville, Isabella s'éveilla au chant des oiseaux. Elle prépara du café et sortit dans le jardin avec son enfant dans les bras. L'air sentait la vie nouvelle. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensa plus au passé, seulement au présent, où la paix avait la forme d'un enfant endormi et d'un ciel sans nuages. En levant les yeux, elle vit passer un train au loin. Le son était doux, presque un souffle. Isabella sourit. Ce qui autrefois fut sa condamnation était devenu le symbole de sa renaissance. L'hiver commençait à se retirer lentement, laissant derrière lui un air neuf. La ville se réveillait sous un soleil doux, qui semblait effacer les traces de tout ce qui s'était passé. Isabella Marlowe observait l'aube depuis la fenêtre de sa nouvelle maison, une petite demeure au bord du lac. L'eau reflétait des teintes dorées et l'air sentait le bois humide et la paix. À ses côtés, son fils Gabriel dormait dans un berceau blanc, respirant avec la tranquillité de ceux qui ne connaissent pas encore la peur. Isabella caressa sa joue et sourit. Pour la première fois depuis des années, elle ne sentait plus le poids du passé sur ses épaules. Ethan Cole entra dans la chambre avec 2 tasses de café. « Bonjour, dit-il doucement. Je n'ai pas voulu le réveiller. » Isabella prit une tasse et le remercia du regard. « Merci d'être resté. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi. » Ethan s'appuya contre le mur et sourit. « Tu t'en serais sorti quand même. Tu as toujours survécu. » Elle secoua la tête. « Survivre n'est pas vivre. Tu m'as appris à recommencer. » Ils descendirent ensemble sur la terrasse. L'air frais les enveloppait. Les montagnes se dressaient à l'horizon, leur sommet encore couvert de neige, mais la vallée montrait déjà ses premiers bourgeons. Isabella respira profondément. « On dirait un autre monde, dit-elle. »« C'en est un, » répondit Ethan. « Un monde nouveau. » Au centre-ville, la presse parlait encore du procès. Les chaînes d'information montraient les images de la chute de World Capital et du nouveau programme d'aide aux victimes portant le nom d'Isabella. « Ligne Espérance », disait le logo à l'écran. L'idée venait d'Ethan, mais le projet était le sien. Un espace pour protéger les femmes qui, comme elle autrefois, avaient cru que leur voix ne valait rien. Isabella ne cherchait pas la gloire. Elle voulait simplement qu'aucune autre femme ne vive ce qu'elle avait vécu. Ce midi-là, elle reçut une visite inattendue. Clara Benson arriva avec une enveloppe et un sourire fatigué. « Je devais te voir, » dit-elle en entrant. Isabella la serra longuement dans ses bras. « Je croyais que tu avais quitté le pays. »« Je l'ai fait, » répondit Clara. « Mais je n'ai plus peur maintenant. » Elles s'assirent près de la cheminée. Clara sortit de l'enveloppe plusieurs documents. Le tribunal a approuvé la création du fonds à ton nom. Une partie des biens confisqués à World Capital financera le projet. Isabella resta silencieuse. « C'est ironique, » dit-elle. « Son argent servira à sauver ce qu'il a voulu détruire. » Clara acquiesça.
La justice a parfois un drôle de sens de l'équilibre. Pendant qu'elle parlait, Gabriel se mit à pleurer. Isabella le prit dans ses bras et le berça. « Chaque fois que je le regarde, dit-elle d'une voix douce, je me souviens que la vie finit toujours par l'emporter. » Clara la contempla, émue. « Il est ta victoire. » Isabella sourit. « Non, il est la preuve que l'amour peut renaître même après l'horreur. » Cette nuit-là, après le départ de Clara, Isabella sortit dans le jardin. La lune brillait sur le lac, et son reflet argenté recouvrait l'eau comme un voile. Ethan s'approcha en silence. « Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit aujourd'hui, » murmura-t-il. « Que la vie gagne toujours. » Isabella le regarda. « Ce n'était pas une phrase, c'est ce que je ressens. J'ai survécu à un homme qui a voulu me détruire, mais j'ai aussi survécu à la haine qu'il avait laissée en moi. Et c'est le plus difficile. » Ethan hocha la tête. « Pardonner ne veut pas toujours dire oublier. » « Exactement, » répondit-elle. « Cela veut dire avancer sans porter le poids de son ombre. » Le vent soufflait entre les arbres. Un train lointain traversa la vallée. Son sifflement se mêla au murmure de l'eau. Isabella le regarda sans peur. « Avant, ce son me faisait trembler. Aujourd'hui, il me rappelle que je suis en vie. » Ethan la regarda tendrement. « Parfois, les mêmes sons qui nous ont blessés sont ceux qui annoncent la paix. » Les jours passèrent, et la nouvelle du centre Lignes Espérance se répandit dans toute la région. Isabella accepta une interview pour une chaîne internationale. Sur le plateau, sous les lumières, elle s'assit face à la journaliste. Elle portait un tailleur clair, les cheveux détachés, le visage serein. « Madame Marlowe, » commença la journaliste, « votre histoire a inspiré des millions de femmes. Que représente pour vous cette seconde chance ?» Isabella prit un moment avant de répondre. « Cela signifie apprendre à respirer sans peur. Cela signifie croire que la douleur peut devenir utile. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une femme qui a refusé de mourir. » Ces mots firent le tour du pays. Les journaux titrèrent « Isabella Marlowe, la voix de la Renaissance ». Les gens commencèrent à envoyer des lettres, des remerciements, des fleurs. Chaque message parlait d'espoir. Isabella les lisait chaque soir, tandis que Gabriel dormait. Elle sentait que, d'une certaine façon, tout ce qu'elle avait vécu avait eu un sens. Un mois plus tard, elle reçut une lettre en provenance de la prison du Nord. Pas de nom, mais elle reconnut l'écriture. Elle l'ouvrit calmement. À l'intérieur, une seule phrase. « Te perdre fut me perdre moi-même. » Isabella la plia et la rangea dans un tiroir sans rancune. « J'espère qu'un jour il comprendra, » murmura-t-elle. Ethan la regarda depuis la porte. « De qui venait-elle ?»« D'un homme qui appartient désormais au passé, » répondit-elle. Cet après-midi-là, on inaugura le centre. Des centaines de personnes se rassemblèrent devant le bâtiment de verre. Il y avait des journalistes, des responsables et des femmes survivantes de la violence. Isabella monta sur l'estrade avec Gabriel dans les bras. Les applaudissements furent longs. « Je ne suis pas ici pour la vengeance, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis ici parce que j'ai compris que la force ne naît pas de la haine, mais de l'amour. Ce lieu est pour toutes celles qui croient encore que la peur a le dernier mot. Je vous assure qu'elle ne l'a pas. » La foule applaudit de nouveau. Ethan, dans la foule, souriait fièrement. Clara aussi, les yeux pleins de larmes. Quand elle coupa le ruban, une rafale de vent fit flotter les drapeaux. Le soleil illumina la façade du bâtiment et la lumière dorée enveloppa le visage d'Isabella. C'était le même visage qui avait connu les ténèbres, désormais empli de clarté. Cette nuit-là, de retour chez elle, elle posa Gabriel dans son berceau et s'assit près de la fenêtre. Dehors, le train de nuit passait au loin, son bruit doux comme une berceuse. Isabella ferma les yeux. Elle se souvint du froid, du métal, du cri, de la corde, de l'obscurité. Puis elle se rappela le frein, la main qui l'avait sauvée, la vie qui avait grandi en elle. Elle rouvrit les yeux et sourit. « C'est fini » murmura-t-elle. Le lac était calme. La lune se reflétait sur l'eau et tout semblait en paix. Isabella pensa que être le destin ne l'avait pas punie, mais préparée à comprendre ce qui compte vraiment. Elle se leva, alla vers Gabriel et lui caressa les cheveux. « Ta mère a été attachée au rail, » dit-elle doucement, « mais toi, tu es né du courage, et cela, personne ne pourra te le retirer. » Au loin,
Le sifflement du train retentit de nouveau. Cette fois, il n'apportait plus la peur, il portait des promesses.